Mes chers étudiants, salam alaikum. Donc, on se retrouve c'est pour cette séance sur le cours de fouille de données. Et là, on va aborder la technique des règles d'association, qui est une technique qui appartient au groupe d'apprentissage non supervisé. Et je rappelle que nous avons déjà vu une première technique qui est la classification automatique, ou bien ce qu'on appelle le clustering. Donc là, on va retrouver la deuxième technique qui s'appelle Association Rules ou bien les règles d'association. Et on va voir que cette technique va nous imposer des choses nouvelles par rapport à l'organisation des données, par rapport au formatage de données. Donc, pour introduire cette notion de règles d'association, nous allons commencer par quelque chose que vous connaissez, qui est le fait que lorsqu'on traite, par exemple, ou bien une entreprise traite des données, on sait que les entreprises possèdent des bases de données, des applications qui permettent d'enregistrer les données de du quotidien, c'est-à-dire de leur activité. Et si on prend un exemple typique d'entreprise ou bien de petite entreprise ou bien d'un commerce, on va donc prendre un exemple d'un caissier ou bien d'une caisse dans laquelle on va enregistrer l'ensemble des achats des clients. Ces achats, on va les appeler des transactions parce qu'à chaque fois qu'un client passe devant la caisse, on va enregistrer ce qu'il a acheté, par exemple les produits avec leur quantité, avec les prix, et on va totaliser, faire le total. Ensuite, on va lui donner son ticket de caisse, mais en même temps, on va enregistrer ces données-là au niveau de notre système. D'ailleurs, la preuve, c'est que d'habitude, lorsque vous allez faire du shopping ou bien des courses, vous remarquez qu'à chaque fois, on utilise des applications et lorsque vous avez, par exemple, besoin de retourner des produits, donc là, il faut juste vous munir de votre ticket de caisse et là, on va chercher au niveau de la base de données cet achat-là et on va bien entendu faire l'opération inverse qui est d'enlever le produit. Bref, donc ce qui nous intéresse ici, c'est que vous savez que si on prend par exemple un commerce moyen, par exemple une supérette ou bien un petit espace ou bien même un grand espace, donc vous pouvez imaginer combien de clients passent devant la caisse pendant une journée. Et si on multiplie ça par l'ensemble ou bien par les 7 jours de la semaine, par les 360 5 jours de l'année, etc. Donc, dans ce cas, vous allez imaginer combien de transactions, si on considère qu'un achat, c'est-à-dire qu'un ticket de caisse correspond à une transaction, vous pouvez imaginer la quantité de données ou bien le nombre de transactions qu'on peut avoir pour cette base de données. Donc, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans cet ensemble de transactions? Par exemple, si on prend la notion d'association, si on traduit l'association sous forme d'une phrase qui est on veut savoir qu'est-ce que les clients achètent ensemble, c'est-à-dire quels sont les articles ou bien les produits que les clients achètent ensemble. Par exemple, si on voit que à chaque fois les clients ils achètent par exemple du pain et du lait, on va dire que tout simplement le lait et le pain sont associés. Par exemple, si on prend on peut dire que le petit déjeuner, le ftour, par exemple de l'Algérien, par exemple, lambda ou bien type, il est par exemple composé par exemple de lait et de pain, par exemple. Donc, dans ce cas, les gens, la matinée ou bien en fin de journée ou bien carrément au milieu de journée, ils vont acheter du lait associé au pain. Donc, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans ça? Pourquoi on veut, par exemple, chercher ces associations? Qu'est-ce qui peut m'intéresser dans le fait qu'un client, lorsqu'il achète, par exemple, du pain, il achète du lait ou bien inversement? Donc là, ces associations peuvent être utilisées à des fins, par exemple, de marketing, à des fins, par exemple, d'organisation, disons, de notre supérette. Par exemple, si je remarque que dans ma supérette, je mets toujours le lait et le pain séparément, ils sont éloignés, par exemple, de deux rayons, ou bien les clients sont obligés, par exemple, lorsqu'ils achètent du pain, d'aller chercher plus loin le lait ou bien inversement dans ce cas. Donc, si je respecte, si je suis vraiment soucieux de vraiment de fidéliser mes clients, de leur montrer que je suis en train de penser à ces clients-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer, organiser la supérette autrement, sans peut-être respecter, par exemple, disons, la nature des produits. Je peux mettre deux choses qui s'achètent ensemble, les gens ensemble, je vais les mettre côte à côte, par exemple, à l'entrée, ou bien ils sont tout simplement très proches l'un de l'autre pour que le client sente que vraiment je suis en train de penser, bien je pense à lui. Bien sûr, il y a d'autres
d'autres utilisations. Par exemple, lorsque je veux maximiser mon profit, par exemple, si je constate que dans ma base de données des achats des clients, si on prend par exemple un marchand par exemple de portable, par exemple un vendeur de portable, s'il remarque que la majorité des cas, lorsque les gens achètent un nouveau portable, un téléphone portable, ils achètent toujours une carte mémoire ensemble. Donc, dans ce cas, je peux par exemple suggérer aux clients, aux nouveaux clients, lorsqu'ils achètent un nouveau portable, un téléphone, de leur vendre par exemple, leur faire un bon prix par exemple du portable avec par exemple la carte mémoire, etc. Donc ça, c'est à des fins de marketing ou bien des fins de vente. Dans ce cas, je vais maximiser mes ventes parce qu'au lieu de vendre seulement le téléphone portable, je vais vendre avec une carte mémoire ou bien un autre accessoire. Alors, donc, ça, c'est juste un exemple, bien entendu. J'ai donné des exemples, l'exemple de la supérette et l'exemple du vendeur de téléphone portable, juste pour l'exemple, parce qu'on peut trouver différentes applications de ces associations. Donc, avant de, bien sûr, de définir la notion d'association, on va tout simplement voir cet exemple de ticket de caisse. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Par exemple, vous voyez ici, nous avons par exemple les quantités combien on a acheté pour chacun des produits. Par exemple, les beignets, par exemple, cette personne ou bien ce client-là a acheté dans cet achat, il a acheté seulement une seule unité de beignets qui est, par exemple, qui coûte 5. Bon, c'est peut-être 5 euros, peut-être pas 5 euros, peut-être. Bon, bref, ce qui nous intéresse ici, ce n'est vraiment pas les prix, ce n'est pas le montant, mais ce qui nous intéresse, c'est seulement cette partie-là, pardon, c'est seulement cette partie qui est qu'est-ce que le client a acheté. Donc, bien entendu, ça, ce n'est qu'un seul ticket de caisse. Si on prend, par exemple, différents tickets de caisse, on va les enregistrer dans une base de données et on va essayer d'analyser le contenu de cette base de données. Alors, le problème avec la recherche de ces associations-là, c'est quoi? C'est le fait que, tout d'abord, nous avons un grand volume de données. Donc, lorsque je veux, par exemple, analyser visuellement, par exemple, ou bien j'imprime, par exemple, l'ensemble des tickets de caisse de la journée et je vais essayer de dire qu'est-ce que les gens achètent ensemble. Donc, dans ce cas, par exemple, si je remarque ou là je constate qu'à chaque fois qu'il y a le lait, par exemple, dans le ticket de caisse, il y a également le pain. À chaque fois qu'il y a du jus, il y a également du beurre, etc. Donc ça me témoigne ou bien ça témoigne l'existence d'associations. C'est-à-dire, c'est comme si le pain et le lait sont associés, c'est-à-dire que les gens les achètent ensemble. C'est ça la notion d'association. Le problème, donc, c'est la première des choses, c'est le problème de volume, parce que si vous analysez un ticket, deux tickets, trois tickets, 10 tickets à la rigueur, oui, on peut, même en faisant par exemple un rapport, en faisant l'impression d'un rapport, donc on peut faire ça même visuellement ou bien manuellement. Mais lorsque le nombre de tickets de caisse dépasse un certain degré, par exemple, si vous analysez rien que 100 tickets de caisse, ça devient vraiment une charge de travail. Donc, dans ce cas, on va faire appel, bien sûr, à la machine qui est notre calculateur ou bien les ordinateurs pour pouvoir faire cela à notre place. Mais il y a en fait un deuxième problème, donc à côté du problème de volume, c'est le fait que lorsqu'on fait cette analyse, on va retrouver, par exemple, certaines associations, certaines coexistences, concurrences, c'est-à-dire je peux trouver dans des tickets de caisse, par exemple, des choses qui existent ensemble. Par exemple, vous trouvez des bougies, chemin, avec à côté du pain. À un certain moment, on peut se demander que font les bougies dans le même ticket de caisse avec le pain. Bon, on comprenait que, par exemple, le lait avec le pain, parce que ça fait partie de l'alimentation, parce que c'est peut-être le petit déjeuner typique de l'Algérien, par exemple, mais retrouver, par exemple, ou bien trouver du pain avec des bougies, peut-être ça soulève une question, qu'est-ce que les bougies font avec du pain? Mais si nous analysons, si nous passons en revue l'ensemble des tickets de caisse, peut-être on va voir ou constater que la co-occurrence de la bougie avec le pain
elle est d'une seule fois, par exemple, sur 100 tickets, sur 1000 tickets. Ça veut dire que cette concurrence est vraiment occasionnelle parce que peut-être la personne qui a acheté des bougies avait pas, je ne sais pas, peut-être elle avait une fête à faire, peut-être qu'elle n'a pas d'électricité, peut-être que cette personne a besoin tout simplement de bougies. Et donc, dans ce cas, il a acheté avec le pain les bougies. Donc, si on fait un rapport, par exemple, disons la fréquence ou bien combien de fois nous avons des clients qui ont acheté en même temps des bougies avec du pain, dans ce cas, on va trouver que c'est vraiment faible. Le pourcentage est vraiment faible. C'est peut-être un achat sur 1000, peut-être sur peut-être 5000, etc. Et dans ce cas, on va dire que cette association, en fait, n'a pas vraiment de valeur. Le marchand là, le gérant par exemple de la supérette, il ne va pas aller faire mettre des bougies à côté du pain tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul client ou bien peu vraiment de transactions qui ont fait cet achat-là. Donc dans ce cas, on va dire que la recherche, ce n'est pas seulement de trouver des choses qui sont ensemble, ce qu'on appelle les associations, mais seulement il faut trouver des associations de qualité parce qu'il y a certaines associations qui se sont produites tout simplement par hasard, par pur hasard, ou bien, bon, c'est peut-être pas par hasard, mais parce que ça répond peut-être à des situations vraiment exceptionnelles. Et dans ce cas, on va se faire aider également par la machine ou bien par des algorithmes ou bien par des techniques de fouille de données pour pouvoir tirer ces associations vraiment de qualité. Quand je dis de qualité, même si le terme qualité là, il est subjectif parce que ça dépend bien sûr de l'utilisateur, ça dépend des paramètres qu'il va positionner par rapport à sa recherche de règles d'association. Mais quoi qu'il en soit, la notion de qualité, elle est présente dans la recherche d'association pour pouvoir faire quelque chose de vraiment concret avec ces règles d'association. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fait l'organisation des données de manière différente de ce que nous avons déjà vu auparavant. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait le cours sur la présentation de la fouille de données, nous avons dit que dans la fouille de données en général, ou bien dans le machine learning en général, les données sont formatées en ligne et en colonne dans lesquelles la ligne représente un individu, un objet, et les colonnes représentent des variables. C'est-à-dire que là, nous avons les variables qui sont différentes, elles peuvent être de nature différente, etc. Mais là, le formatage, la présentation des données pour faire la recherche de règles d'association, elle est un petit peu différente, tout simplement parce que là, nous parlons d'un concept différent qu'on va essayer de mapper par rapport à la notion d'individu et de variable. Le concept est celui de transaction. La transaction, c'est une opération. Dans ce cas, dans le cadre des exemples que j'ai donnés, les exemples d'achat, donc une transaction correspond à un ticket de caisse. C'est un achat. Lorsque vous entrez et que vous faites un achat et qu'on vous donne un ticket de caisse et que vous sortez, donc là, nous avons une transaction qui est terminée. Si vous rentrez une deuxième fois, même dans l'espace de quelques minutes, et que vous faites un deuxième achat et que vous obtenez un deuxième ticket, donc dans ce cas, vous avez une deuxième transaction. Donc ça, c'est en ligne. Et en colonne, nous allons avoir les produits que nous avons achetés ou bien que les gens ont achetés. Bien entendu, lorsqu'on fait cet énoncé ou bien l'énumération des produits, bon, à la rigueur, on peut parler de ça plus tard, mais à la rigueur, on peut mettre pratiquement les produits qui sont achetés tout le temps. Par exemple, le pain, le lait, le jus, le beurre, les œufs et le cola, etc. Mais on va peut-être pas, ça devient vraiment pas pratique de mettre tous les produits de la supérette et de remplir ce tableau avec des 0 et des 1, où le 0 veut dire que dans cette transaction, la personne ou bien l'achat n'a pas concerné cet article ou bien ce produit-là, mais le 1 et le 1, il représente l'inverse, c'est-à-dire que dans cette transaction, il y a eu l'achat abstraction faite des quantités, c'est-à-dire on ne va pas s'intéresser ici aux quantités. Par exemple, si on prend la première ligne, on va dire que dans cette transaction, la personne a acheté du pain et du lait et pas du jus, du beurre, des œufs et du cola. Par contre, dans le deuxième, il a acheté ou bien la personne a acheté du pain, du jus, du beurre, les œufs, mais pas les autres. Par exemple, si on prend la dernière ou bien l'avant-dernière, la personne a acheté du pain, du lait, du jus et du beurre, mais elle n'a pas acheté des œufs et du cola, etc. Bien entendu, je pense que c'est clair de dire que dans les transactions, là, dans ce tableau-là, on ne peut pas avoir des zéros
partout dans une ligne parce que tout simplement, on ne peut pas avoir un ticket de caisse vide pour laquelle la personne n'a rien, dans laquelle, ou bien dans lequel la personne n'a rien acheté. Et là, peut-être on peut trouver, même si c'est vraiment invraisemblable, c'est vraiment pas quelque chose de probable, de très probable, où la personne a acheté la majorité ou bien tous les produits. Parce qu'en général, on fait une sélection, on choisit qu'est-ce qu'on achète, bien sûr, selon notre objectif, qu'est-ce qu'on voulait acheter. Donc, bref, c'est pour cela, ce tableau, il va contenir des 0 et des 1. Maintenant, pourquoi j'ai dit que cette présentation, elle est différente de la présentation classique d'individus variables? Tout simplement parce qu'on ne peut pas considérer le pain, le lait, le jus, le beurre, les œufs, le cola comme étant des variables, parce qu'en fait, ils se rapportent à la même chose, à la même notion qui est la notion de produit. Qu'est-ce qu'on a acheté? Donc, la variable en général, c'est un descripteur. En fait, c'est quelque chose qui décrit un individu. Bon, à la rigueur, on peut considérer peut-être que les transactions on peut les rapprocher de la notion d'individu, mais là, on va dire que cette transaction contient, par exemple, ce qu'on appelle des items. Donc, on va conserver le terme anglais item, qui est différent un petit peu du terme item. Donc, en français, on va dire que c'est un produit, c'est un article qui est acheté. En anglais, on va utiliser le terme item parce que c'est le terme qu'on va utiliser plus tard et qu'on va associer au terme set, item set. OK? Et là, nous avons l'ensemble des transactions. Donc, qu'est-ce qu'on va maintenant faire avec ces données-là? On va essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a ensemble dans chacune des transactions. Ça, vous pouvez l'imaginer comme étant le résultat d'une transformation de notre base de données. On va prendre l'ensemble de toutes les transactions, on va prendre l'ensemble des produits qui sont souvent achetés, et dans ce cas, on va essayer de remplir ce tableau-là, pas forcément des 0 et des 1, on peut avoir des vrais et des faux, on peut avoir des croix, par exemple, là où le produit a été acheté, et d'un vide dans le cas contraire. Donc, avant de voir comment on peut exploiter ce tableau-là pour chercher les associations, c'est le fait tout simplement de la coexistence. Par exemple, on va dire qu'il y a une certaine association ici entre le pain et le lait dans la première transaction. Dans la deuxième, nous avons une association entre le pain, le jus et le beurre et les œufs. Dans la troisième, nous avons une association entre le lait, le jus, le beurre et le cola, etc. Donc, avant de passer à cette recherche d'association, on va tout d'abord définir un certain nombre de choses. La première des choses, c'est la notion d'ensemble d'articles. Bien entendu, là, vous voyez que j'ai utilisé et j'ai un peu écrit en gras les deux mots ensemble qui sont ensemble d'articles. Ensemble d'articles, c'est ce qu'on appelle en anglais un item set. Item set, ça veut dire que c'est, bien sûr, c'est un mot composé ici qui veut dire l'ensemble des items ou bien l'ensemble des articles qui sont achetés ensemble. Donc, un ensemble, c'est un ensemble مجموعة qui contient un ensemble d'éléments ou, dans ce cas, les éléments sont des articles achetés. Et je rappelle encore une fois, abstraction faite des prix, des quantités, des rabais, etc. Par exemple, là, le fait d'avoir dans ce première transaction, d'avoir le pain et le lait, on ne sait pas combien la personne a acheté de baguettes de pain ou bien de sachets ou bien de boîtes de lait. L'essentiel, c'est que nous avons ensemble ces deux produits dans cette transaction. Maintenant, la règle d'association, ce qu'on appelle en anglais association rule, c'est le fait tout simplement de regarder une première partie de cet ensemble-là et de voir si la deuxième partie existe ou pas. Et je précise que là, on parle de partie ou bien d'un sous-ensemble ou bien d'une partition, disons TGA, de cet ensemble-là. Bien entendu, dans certains cas, par exemple, lorsque nous avons dans la première transaction seulement deux articles, on va dire que, bien sûr, on va éliminer, par exemple, ou bien on ne va pas considérer l'ensemble lui-même, qui est en fait une partition de lui-même, qui est l'ensemble pain et lait. On ne va pas prendre bien considérer l'ensemble vide, parce que ça ne nous donne rien. Donc, on va considérer les ensembles qui sont entre les deux, c'est-à-dire les ensembles dont la cardinalité est inférieure à la cardinalité totale de l'ensemble est bien sûr supérieure à 0. Donc, dans le premier cas, on va voir que nous avons deux sous-parties ou bien deux partitions qui sont le pain et le lait tout seul. Donc, dans ce cas, on va regarder, on va jeter, ou là, on va tout simplement commencer par, au hasard, par exemple, une partition, par exemple le lait, et je regarde est-ce que j'ai avec le lait le pain. Bien sûr, bon, initialement, ça peut vous paraître
disons, commutatif, c'est-à-dire lorsque je regarde le lait et je retrouve le pain, c'est la même chose que si je regardais le pain et retrouve le lait. Mais là, attention, on ne regarde pas une seule transaction. Il faut qu'on prenne en compte ou bien qu'on tienne en compte l'ensemble des transactions. Parce que là, c'est vrai que c'est inversé, commutatif. Par exemple, là, lorsque je regarde le lait, je retrouve le pain, c'est-à-dire que je dis que si la personne a acheté du lait, est-ce qu'elle a acheté du pain? Oui. Et que je dis, est-ce que si la personne a acheté du pain, est-ce qu'elle a acheté du lait? Oui. Mais si je dis que, par exemple, sur l'ensemble des 5 transactions, je prends combien de fois lorsque la personne a acheté du lait, elle a acheté du pain. Donc, si on prend ça, par exemple, on trouve que pour l'ensemble des 4 fois, puisque la deuxième transaction, la personne n'a pas acheté du pain, pardon, du lait. Donc, dans ce cas, on va voir que sur les 4 fois que la personne a acheté du pain, elle a acheté du lait, pardon, elle a acheté du pain. Parce que chaque fois que vous avez un 1 ici, vous avez un 1. Vous avez pardon, je rectifie. Donc, nous avons 3 fois où la personne, lorsqu'elle a acheté du lait, elle a acheté du pain. Par exemple, vous avez la première, donc nous avons le pain. La deuxième, on n'a pas de pain, donc on ne compte pas ça. La troisième, donc on a du lait, on a du pain, donc c'est la deuxième en fait. Et la quatrième, donc nous avons, on a le lait et on a du pain, donc c'est la troisième dans l'ensemble de lorsqu'on compte. Ok. Donc nous avons 3 fois sur 4 où lorsque la personne a acheté du lait, elle a acheté du pain. Par contre, si on inverse la chose, combien de fois lorsque la personne a acheté du pain, elle a acheté du lait? Donc là, ça peut devenir différent. Donc lorsque je prends la première, donc nous avons du lait, donc on compte. Donc lorsqu'on a la deuxième, la personne a acheté du pain, elle n'a pas acheté du lait, donc on ne compte pas. Ici, on n'a pas du pain. Okay, on n'a pas de pain. Donc, nous avons pour la troisième et la quatrième, c'est la même chose. Donc là, donc, on retrouve un petit peu le même pourcentage. Mais de manière générale, ce n'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire, on peut trouver que les pourcentages, lorsque je commence par une sous-partie ou bien une partition de l'ensemble global terrain, on va trouver un certain pourcentage que si je commence par la deuxième partition et je regarde la première partition. OK. Donc, cette notion de règle d'association, on peut la traduire en langue naturelle par une certaine implication, qui est de dire que si A, alors B, ou bien sûr, où A et B désignent, par exemple, ici, deux sous-ensembles ou bien une partition. Bien entendu, là, c'est important de dire que ces partitions sont disjointes, c'est-à-dire que l'intersection de ces deux partitions est vide. Bien entendu, là, j'ai donné l'exemple ici seulement de pain et de lait où les partitions sont individuelles, c'est-à-dire elles contiennent seulement un article, mais j'aurais pu, par exemple, parler de partitions qui contiennent plusieurs articles. Par exemple, si je dis, est-ce que la personne, lorsqu'elle achète du lait avec du pain, elle a acheté du jus avec du beurre? On trouve par exemple ici ça, ok? Là, elle a acheté du lait avec du pain, mais elle n'a pas acheté du jus avec du beurre, parce que les deux sont zéro. Là, on ne parle pas des deux à la fois, donc on va sauter sur ces deux transactions. Et là, on retrouve une autre transaction qui dit que lorsque la personne a acheté du pain et du lait, elle a également acheté du jus et du beurre parce que les deux coexistent. Mais la dernière transaction, la personne a certes acheté du pain et du lait, mais elle n'a pas acheté du jus avec du beurre parce que tout simplement, on ne les a pas tous les deux. D'accord? Donc, on va ignorer ça. On va dire que sur l'ensemble des transactions, nous avons cette règle qui est figure là qui est vraie une seule fois. Maintenant, il y a une chose importante à signaler ici, c'est que cette notion d'implication, lorsque je dis si A alors B, en fait, ne désigne pas en fait nécessairement un lien de causalité. D'accord? Un lien de causalité ou bien à la sababiyya. Dans ce cas, si on essaie de comprendre ça, il faut tout simplement dire que lorsque la personne a acheté du lait, elle a acheté du pain, ou bien lorsqu'elle a acheté A, elle a acheté B, ou bien lorsque nous avons A, nous avons B. Pourquoi je dis ça? Parce que la causalité n'est pas tout le temps affichée. On ne comprend pas parfois les choses de manière directe. Par exemple, lorsque j'ai donné tout à l'heure l'exemple de lait avec du pain parce que c'est le petit déjeuner disons, d'Algériens typiques, mais parfois, on ne peut pas comprendre les choses. On peut comprendre également ça pour un téléphone portable avec une carte mémoire, tout simplement parce que
En général, avec les capacités un peu réduites de certains téléphones portables, on a besoin de faire une extension de la mémoire et donc dans ce cas, nous avons besoin d'une carte mémoire. Mais de manière générale, on ne peut pas faire une causalité et dire que la personne a acheté du lait parce qu'elle a acheté du pain. Parce qu'on peut trouver certaines situations, parce que les situations parfois sont différentes, où on peut trouver des co-occurrences qui ne répondent pas vraiment à cette causalité. Par exemple, une personne qui a acheté du pain pour une autre personne, par exemple pour son voisin, sa voisine, mais il a acheté également du lait, mais cette causalité n'existe pas vraiment. Alors, nous avons dit que nous avons besoin de la machine, nous avons besoin d'ordinateur, nous avons besoin donc de pouvoir chercher ces règles d'association, mais avant de voir plus tard les algorithmes ou bien la technique de recherche des item sets et de règles d'association, il faut qu'on dise une chose par rapport à ces règles d'association que j'ai évoquées tout à l'heure et que j'explique là en détail, qui est la notion de qualité des règles d'association. La qualité des règles d'association ou bien même la qualité des item sets, c'est-à-dire le fait que certains articles figurent ensemble ou bien coexistent ensemble. Donc, dans ce cas, cette coexistence, elle peut être faible. Par exemple, si vous avez l'exemple de pain avec des bougies, sur l'ensemble de 100 transactions, nous avons une seule personne qui a acheté des bougies avec disons du pain. Donc, dans ce cas, on va dire que cette association, ou bien avant l'association, c'est-à-dire la co-occurrence, la coexistence, elle est vraiment faible. C'est pour cela, nous avons l'utilisateur ou bien le commerçant, par exemple le gérant, a besoin vraiment de fixer un seuil de qualité pour dire que au-delà de ce seuil-là, j'accepte ces occurrences-là, c'est-à-dire ces coexistences, mais en deçà de ça, on ne va pas les accepter. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle des mesures d'évaluation, des règles d'association et également des item sets. Et ces mesures d'évaluation permettent, bien entendu, de garder seulement les item sets qui sont de qualité, que je considère de qualité. Par exemple, si on prend disons, le pourcentage des gens qui achètent, par exemple, du pain et du lait, et que je trouve, par exemple, que ce pourcentage-là, il est vraiment fort, c'est-à-dire sur l'ensemble de 100 transactions, à la miette transactions, nous avons 75 transactions dans lesquelles figurent le lait et le pain. Donc, dans ce cas, on va dire que nous avons un pourcentage de 0,75 ou bien de 75%. Dans ce cas, on va peut-être dire que c'est assez intéressant de m'inciter à aller peut-être faire une organisation, de placer, par exemple, de placer le pain avec le lait, etc. Parce que c'est 75%. Mais ça reste en fait relatif parce que le 75% pour un commerçant peut être faible ou bien peut ne pas être intéressant pour un autre. Par exemple, non, ça ne m'intéresse pas, 75%. Ce n'est pas pour ces 75% de cas que je vais faire ça. Peut-être je vais élever disons, mon seuil et que je le fixe par exemple à 90%. C'est-à-dire, il va te dire que si dans l'ensemble de mes transactions, je n'ai pas 90% de cas de personnes qui achètent du pain et du lait, je ne vais pas chambouler mon organisation ou bien le placement de mes articles. Mais inversement, il se pourrait que vous trouviez quelqu'un d'autre qui raisonne de manière inverse, c'est-à-dire il te dit que Anna, à partir de 50%, si je vois que la moitié de mes clients achètent du lait et du pain, la moitié, c'est-à-dire 50% de transactions, bon, quand je dis moitié des clients, attention, c'est vraiment, je fais allusion beaucoup plus aux transactions et non pas aux clients. Donc, la moitié des transactions qui achètent du lait avec du pain, dans ce cas, c'est de 50%. Donc, ça peut-être, ça mérite une réorganisation de mes produits sur, par exemple, des rayons, etc. Donc, dans ce cas, cette notion de qualité, en fait, elle est subjective. Bien sûr, elle dépend en fait de la personne, elle dépend de celui qui veut utiliser ces règles d'association ou bien ces items sets. Donc là, pour pouvoir filtrer, disons, pour pouvoir garder certaines seulement articles qui sont intéressants, ou bien certains ensembles d'articles qui sont intéressants et ne pas garder les autres, on va fixer ou là définir deux mesures d'évaluation. Donc la première mesure, donc supposons que nous avons A et B qui sont deux ensembles d'articles. Là, nous avons A qui compte, ce n'est pas un article individuel, ce n'est pas le pain, c'est un ensemble
ça peut contenir seulement le pain, mais c'est un ensemble en soi. Et B également, c'est un autre ensemble. Donc, dans ce cas, on va définir ce qu'on appelle la notion de support. Le support, c'est une mesure qui permet de le support, c'est une mesure qui permet de filtrer les item sets. Les item sets qui possèdent ce support-là, qui possèdent le support minimal qu'on va fixer, vont être acceptés. Les articles, les ensembles d'articles qui ne possèdent pas ce support-là minimal, c'est-à-dire dont le support est inférieur à ce support minimal, dans ce cas, ne vont pas être acceptés. Et on va définir également une deuxième mesure par rapport aux règles d'association. Souvenez-vous, tout à l'heure, si je reviens à ce slide-là, nous avons dit que lorsque je regarde le lait, est-ce qu'il y a du pain? Sur l'ensemble des 5 transactions, nous avons vu que nous avons 75% de cas où nous avons le lait et nous avons également le pain. Et inversement, si je prends par exemple, dans combien de cas nous avons du lait avec des œufs? On va avoir ici par exemple la première, on ne va pas la compter. La deuxième, puisque c'est un 0 ici, on ne va pas la compter. La troisième, elle n'existe pas. Donc la personne a acheté du lait, elle n'a pas acheté des œufs. Elle a acheté également du lait et pas des œufs. Elle a acheté du lait et pas des œufs. Donc dans ce cas, nous avons 0 situation où la personne a acheté du lait et a acheté des œufs. Donc dans ce cas, nous avons une règle d'association à laquelle on ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire, c'est comme si, imaginez qu'il y a une personne qui vient, par exemple, vous livrer. Vous livrez, par exemple, supposons, là, vous connaissez, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, un petit camion, un livreur, par exemple, un fournisseur, etc., devant, par exemple, une supérieure, devant un petit commerce. Donc, dans ce cas, il vient livrer, par exemple, du pain et il lui demande, est-ce que vous voulez des œufs? Si on se base sur le fait que les personnes, lorsqu'ils achètent, pardon, j'ai donné l'exemple du pain, mais c'est du lait. Donc, si la personne, les personnes qui achètent du lait n'achètent pas des œufs, donc dans ce cas, on va dire tout simplement à notre livreur, je suis désolé, je ne peux pas avoir des œufs parce que j'ai en tête le fait que je ne peux pas faire confiance à cette règle qui dit que si la personne achète du lait, elle va acheter des œufs. Donc, dans ce cas, cette notion de confiance, c'est tout simplement une mesure qui me permet de dire que à partir d'un certain pourcentage d'association, je vais accepter cette association et l'utiliser, mais si je n'ai pas atteint ce pourcentage-là, par exemple le cas d'Yanahnaïa c'est 0, c'est tout simplement nul, mais dans l'autre cas c'était 75%, je vais considérer qu'à 75% les achats qui contiennent du lait contiennent également du pain, donc dans ce cas je peux faire confiance à cette règle et l'utiliser réellement dans la pratique. OK. Donc, dans ce cas, on va dire que nous avons 2 mesures. Donc, le support qui est le comptage. On va compter combien nous avons de transactions qui contiennent les 2 sous-ensembles à la fois. Je dis bien les 2 sous-ensembles parce que ce n'est pas seulement le pain et du lait, mais c'est l'ensemble contenant, par exemple, du pain et l'ensemble contenant du lait. Et on va également voir l'ordre ou bien tenir compte de l'ordre des articles-là et dire que si nous avons le premier sous-ensemble, est-ce que nous avons le deuxième? Donc là, on va compter le pourcentage et nous allons bien sûr garder seulement disons les occurrences, les co-occurrences qui sont de qualité, qui dépassent un certain nombre. Un certain pourcentage ou bien un certain nombre de transactions. Et également, nous allons seulement garder les règles d'association qui possèdent une certaine qualité. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, on va tout simplement définir un support minimal, c'est le seuil minimal Tana, et une confiance minimale. OK. Donc là, on va voir des exemples, ou bien un exemple, pardon, pour cette notion de support et de confiance. Si on prend par exemple la règle, si achat du pain, alors achat du lait. Donc nous avons, j'ai codé B pour pain et L pour lait. Qu'est-ce que je vais faire? Pour calculer le support d'Ama, ok? Donc on va tout simplement voir combien nous avons de transactions qui contiennent à la fois du pain et du lait. C'est-à-dire 1, 1. Ok, si nous avons un 1, 0, on ne compte pas.
un 0 et 1, on ne compte pas. Un 0, 0, on ne compte pas. On compte seulement le nombre de cas où nous avons un 1 et 1. Sur l'ensemble sur le nombre de transactions. Donc, dans ce cas, on voit ici que nous avons une première transaction. La deuxième, on ne la compte pas. La troisième, non plus. La quatrième, donc ça nous fait 2. Et la cinquième, ça nous fait 3. 3 transactions sur les 5, parce que nous avons 5 transactions ici. Et donc, nous avons un pourcentage de 60%. Ça, c'est le support de cette règle et qu'on va également voir, mais c'est également le support de l'item set. C'est-à-dire l'item set qui contient le P et le L. Donc là, on va dire que le support dialogue, il est de 60%. Et la confiance, si je vois le pain en premier, ensuite on voit le lait. Donc on va voir que sur l'ensemble des transactions qui contiennent le pain, nous avons 3 transactions. Donc la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième. Sur ces 4-là, nous avons seulement 3 qui contiennent le lait, tout simplement parce que la deuxième, elle n'est pas comptée. Donc nous avons une transaction, 7 transactions, et cette transaction, on ne va pas la compter tout simplement parce qu'elle correspond à 0 au niveau de pain. D'accord? Donc, dans ce cas, nous avons une confiance de 75%. Bien sûr, est-ce qu'on accepte, par exemple, ce support-là, est-ce qu'on accepte cette règle qui dit si achat de pain, alors le lait, si la personne ou les personnes achètent du pain, alors elles achètent du lait. Ça dépend bien sûr de vous, comme je dit tout à l'heure. Ça dépend de vous, ça dépend bien sûr de celui qui utilise. Parce que, attention, en tant que, disons, en tant que fouilleur de données, on va tout simplement donner les résultats aux utilisateurs. Et bien sûr, c'est aux utilisateurs de définir les seuils. Et bien entendu, si vous vous souvenez, au niveau du premier chapitre, nous avons dit que le processus de fouille de données, c'est un processus, en fait, qui peut ne pas s'arrêter. À chaque fois, on reboucle. On peut avoir à reboucler plusieurs fois. À chaque fois que j'obtiens un résultat, si le résultat n'est pas satisfaisant, je vais reboucler sur certaines choses. Par exemple, ici, si je vois que ce que je vais fixer comme support minimal ou bien comme confiance minimale pour accepter ou bien ne pas accepter certaines règles et certains item sets. Donc, dans ce cas, on va tout simplement changer, soit élever si je veux être plus sévère, ou bien baisser si je veux être moins sévère, baisser ces seuils minimaux. Okay, c'est un petit peu qui met le passage, par exemple, des étudiants ou bien des élèves. Parfois, lorsqu'on fixe, disons, un seuil, par exemple, de, je ne sais pas, une moyenne minimale, par exemple, de 9,5 par exemple, et que je vois que le pourcentage des étudiants est élevé et qu'ils ne vont pas passer. Donc, dans ce cas, on peut un petit peu baisser ou bien jouer sur ce seuil-là pour permettre, par exemple, à plusieurs étudiants ou bien à des étudiants de passer, bien sûr. Ça dépend, bien sûr, de notre population et ça dépend de la situation. Alors, donc, nous avons donc vu jusqu'ici comment on peut faire disons, c'est quoi la notion d'item set et c'est quoi la notion de règle d'association. Il faut également dire une chose, c'est que la notion d'item set est associée également à une notion qui est l'item set fréquent. Un item set fréquent, c'est un item set qui dépasse un seuil que nous avons fixé. Si nous fixons par exemple un seuil de 50%, lorsque je prends l'ensemble de tous les item sets et que je calcule pour chaque item set son support, si je trouve qu'un item set possède un support supérieur au minimum, dans ce cas, on va l'appeler un item set fréquent ou bien ISF. Et s'il ne possède pas ce support minimal, il est en dessous exactement ou bien tout simplement, il n'a pas atteint ce support minimal. Donc, dans ce cas, on va considérer qu'il n'est pas fréquent. OK. Par contre, par rapport aux règles, on dit pas fréquente ou bien pas fréquente. On va dire que la règle, elle est de confiance, ou bien on peut faire confiance à cette règle si plutôt la confiance elle a dépassé ou bien elle est égale à la confiance minimale. Et si elle n'a pas atteint cette confiance minimale, on va tout simplement dire que c'est une règle pour laquelle on ne peut pas faire confiance. Alors, avant de voir concrètement comment on fait pour rechercher les item sets fréquents et comment dériver les règles d'association, on va dire que, pardon, je vais brancher mon... Alors, il faut tout simplement
dire que pour pouvoir faire ça, il faut suivre un ensemble d'étapes. Parce que, pardon, la première étape, c'est de formater en fait le tableau Tana sous forme de transactions et d'items ou bien d'articles. Parce que, attention, parfois, lorsque vous avez une situation qui nécessite ou bien pour laquelle vous voulez faire une recherche d'association, de règles d'association, d'item set fréquents, etc., parfois les données ne sont pas prêtes à l'emploi directement. Il faut vraiment procéder à une transformation et cette transformation nécessite d'abord de faire le mapping, c'est-à-dire la mise en correspondance entre ce que vous avez comme données, les caractéristiques, les descripteurs, etc., et la notion de transaction et d'item. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut que je me décide et de dire que représente pour mes données une transaction, okay? Que représente un item, parce que ce n'est pas évident. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que la recherche de règles d'association est un cas vraiment particulier dans la fouille de données, dans l'apprentissage, tout simplement parce que on se détache de la notion classique d'individu, de variable, parce que la notion de variable n'est vraiment pas une variable dans ce cas-là, mais tout simplement c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. On peut dire que c'est un petit peu booléen, on peut dire que c'est un petit peu binaire parce que c'est vrai ou faux. Si j'ai le pain avec un 1, ça veut dire que le pain existe, mais si j'ai le pain avec un 0, c'est que le pain n'existe pas. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez une situation dans laquelle, par exemple, si on prend maintenant un ensemble d'étudiants et que nous avons, par exemple, des notes, par exemple, d'examen, nous avons des modules, est-ce qu'on peut considérer qu'un module, par exemple, est un item? Si je prends, par exemple, le cas du supérette, on revient à notre exemple. Lorsque j'ai, par exemple, une catégorisation de mes items, par exemple, lorsque j'ai des rayons, alimentation, cosmétiques, détergents, etc. Donc, dans ce cas, nous avons pour chaque catégorie des items. Et encore une fois, lorsque j'ai, par exemple, l'item ou bien l'article qui s'appelle lait et que j'ai lait, par exemple, différents types de lait. Par exemple, j'ai le lait, je ne sais pas, Soumam, j'ai le lait, par exemple, je ne sais pas, une autre marque, etc. J'ai le lait en sachet, etc. Donc, tout ça représente en fait une catégorisation, une hiérarchie. À un certain moment, il faut qu'on choisisse les niveaux, il faut qu'on choisisse les items. Il faut que je sache que représente dans mes données un item et que représente une transaction. À la rigueur, les transactions également, elles sont claires. Par exemple, lorsque vous avez une supérette ou bien un commerce, la transaction, c'est tout simplement quelque chose qui est matérialisé par un ticket de caisse. Okay. Mais parfois, ce n'est pas évident. Si on prend par exemple un vol par exemple, Tayaran par exemple, la Rihla Jouiya par exemple, est-ce qu'on peut considérer que le trajet lui-même, c'est une transaction? Oui, à la rigueur. Et je dis que dans cette transaction, les gens, qu'est-ce qu'ils ont acheté comme produit supplémentaire? Est-ce qu'ils ont acheté par exemple des journaux? Est-ce qu'ils ont acheté par exemple, disons, une attente VIP, ou bien ce qu'on appelle un salon VIP? Est-ce qu'ils ont par exemple acheté le service, par exemple, qui est de l'enregistrement express, etc. Donc, toutes ces choses-là, on peut considérer que le vol lui-même, c'est une transaction et les services additionnels dans cette transaction, par exemple, c'est des items. Si on prend un autre exemple, par exemple, si vous avez un manège, par exemple, un parc d'attractions pour enfants ou bien pour adultes, etc. Donc, dans ce cas, lorsque vous entrez, dès que vous entrez, qu'on vous donne, par exemple, l'ensemble des tickets des jeux, etc., donc on peut considérer que ça, c'est une transaction. Okay? Parce que lorsque vous sortez, vous avez accompli en quelque sorte une transaction qui est de jouer ou bien de passer votre temps. Maintenant, que représentent ici, par exemple, les items? Les items, en fait, c'est les jeux. Est-ce que j'ai joué, par exemple, au carrousel? Est-ce que j'ai joué, par exemple, je ne sais pas, par exemple, aux voitures, etc., à la roue, etc. Donc, dans ce cas, on va considérer que l'item, l'article Tana, c'est un jeu. Quel que soit le nombre de fois que j'ai joué ce jeu-là, dans, bien sûr, l'espace ou bien dans la limite de cette transaction. Parce que lorsque je retourne une deuxième fois et que j'achète un nouveau ticket, etc., donc dans ce cas, on va dire que c'est une transaction nouvelle dans laquelle je vais jouer ou pas ce jeu-là une autre fois. Donc ça, cette notion de bien choisir les items et les niveaux, elle est importante parce que
tout simplement, ce n'est pas tout le temps que vous avez vos données qui sont prêtes à l'emploi. Et qu'il faut savoir que si vous faites un mauvais formatage, une mauvaise transformation ou bien une transformation carrément erronée de vos données, vous risquez d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout clair ou bien utilisable, tout simplement parce que la machine ne fait qu'exécuter. À un certain moment, la machine ne connaît pas en fait le sens, ce n'est pas sémantique, ce n'est pas en fait attaché au sens des choses. Mais maintenant, la machine, lorsque vous lui donnez des items et vous dites que ça, c'est les items et vous lui donnez des lignes qui représentent des transactions, peu importe à la machine le sens de cette transaction ou bien le sens du item. Et bien entendu, les résultats vont suivre selon ce que vous avez choisi au départ. Une fois que nous avons nos données qui sont prêtes sous forme d'items et de transactions, nous allons les faire passer à notre machine pour qu'elle nous fasse ou bien pour qu'elle nous sorte les règles d'association de confiance ou bien ayant la confiance minimale et également les item sets qui, bien les règles d'association ayant un support, bien les item sets fréquents, c'est-à-dire qui dépassent un certain support minimal. Donc, avant de faire ça, bien entendu, il faut qu'on fixe nous-mêmes, bien, quand je dis nous, en fait, ça dépend du contexte global. Si vous êtes ingénieur, par exemple, dans une entreprise et que quand vous délègue la tâche de préparer, par exemple, le terrain pour faire une fouille de données, donc dans ce cas, vous allez en concertation, c'est-à-dire vous allez avec votre manager ou bien le gérant, celui qui va exploiter le client si vous travaillez dans une boîte, par exemple, de développement et que vous fournissez des produits de fouille de données. Donc, dans ce cas, il faut permettre au gérant ou bien à l'utilisateur final. Quand je dis l'utilisateur final, c'est celui qui va réellement exploiter les résultats de ces règles d'association. Il faut lui permettre, en fait, de fixer ce degré-là d'exigence sur, bien sûr, les item sets et les règles d'association. Quand je dis qu'il faut qu'il fixe ça, bien entendu, tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut reboucler parce que ce n'est pas fatal, c'est-à-dire si on ne fixe pas les bons critères ou bien le bon seuil ou bien les bons seuils pour les règles d'association ou bien pour la confiance, ou bien pour le support. Parce que si vous obtenez des résultats qui ne sont pas intéressants, donc dans ce cas, vous n'allez qu'à reboucler et refixer à nouveau vos exigences. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut comparer, par exemple, au passage des élèves, par exemple. On va fixer de manière interactive un seuil et on va voir ce que le résultat va donner. Et si on est satisfait de ça, on va continuer. Si on n'est pas satisfait, on va reboucler en changeant les paramètres. Bien entendu, dans certaines situations, la mesure en fait de l'efficacité de nos choix n'est pas instantanée. Vous ne pouvez pas voir le résultat de vos paramètres, des choix des paramètres dans l'immédiat, parce que parfois il faut attendre du temps. Par exemple, si je dis que, un exemple, si je vais réorganiser ma supérette de sorte à mieux fidéliser les clients en mettant par exemple du pain à côté par exemple du lait, et je vais voir si vraiment les gens sont satisfaits. Je peux faire un sondage plus tard, je peux faire par exemple voir la réaction des gens, je peux voir s'il y a moins de circulation dans la supérette, etc., s'il y a plus de fluidité, etc. Donc dans ce cas, on va dire que le choix il était bon. Par contre, si je vois que les gens sont mécontents et que les gens sont un petit peu confus parce qu'ils voient le pain à côté du lait, etc., donc dans ce cas, on va peut-être dire que le choix n'était pas bon. Par exemple, si je prends un exemple du lait ou du pain avec des bougies, si je mets des bougies à côté du pain et que je vois que les gens regardent ça de manière un petit peu ébahie, par exemple, et dire qu'est-ce que les bougies font à côté du pain. Donc, dans ce cas, je dis que j'ai fait peut-être un mauvais choix de placer ces deux choses ensemble, tout simplement parce que le seuil que je me suis fixé était très bas. Par exemple, si j'ai dit que le seuil taille, le support taille, il était de 1%, donc dans ce cas, je vais faire confiance à ceux-là et je vais réorganiser mes produits par rapport à ça. Et donc, dans ce cas, par rapport aux clients, parce que la majorité des clients, le seuil il était trop bas, donc la majorité des clients ne vont pas répondre à cette situation. C'est pour cela on va vraiment devoir prendre soin de cette étape-là qui est de fixer un degré d'exigence et sur les règles et sur les item sets, c'est-à-dire le support. Quand je parle d'item set, je parle de support, et quand je parle de règles, je parle beaucoup plus de confiance. Donc ça, c'est par rapport à
la deuxième étape. La troisième étape, c'est de rechercher les item sets fréquents. Encore une fois, je rappelle qu'un item set, c'est un ensemble d'articles, ok? Et il est fréquent parce que les articles qui s'y trouvent, bien qu'on retrouve à l'intérieur, vont avoir un pourcentage élevé. Le pourcentage, c'est tout simplement de compter combien de fois nous avons ces articles ensemble sur l'ensemble des transactions. Si je vois que par rapport à ce que j'ai fixé, les item set, l'item set, il possède le support minimal, c'est-à-dire supérieur ou égal, je le garde. Si le support de l'item set, il est moindre que ça ou bien inférieur, inférieur par rapport à ce minimum-là, je vais le rejeter et il ne sera pas considéré, on l'appellera même pas un item set fréquent. Il reste un item set, mais ce n'est pas fréquent. Et une fois que nous avons les item sets qui sont fréquents, nous allons dériver ou bien déduire ou bien produire, bien sûr, par la machine ou bien par nous-mêmes. On peut faire un exemple plus tard ensemble pour dériver ces item sets, ces règles d'association. On va prendre item set fréquent par item set fréquent. Et bien entendu, les item sets, il faut qu'ils possèdent une cardinalité supérieure à 1, exactement supérieure à 1, tout simplement parce que ne peut pas produire des règles d'association à partir d'un seul item, tout simplement parce qu'une règle d'association, elle possède deux parties, l'antécédent et la conséquence, et il faut que les deux parties soient non vides. Et donc, dans ce cas, on est obligé d'avoir un item set dont la cardinalité est supérieure ou égale à 2. OK. Donc, ça, c'est pratiquement les quatre étapes. Et moi, il faut savoir que ça, c'est notre travail en tant que fouilleur de données, en termes ou bien en tant que technicien, c'est-à-dire celui qui fait la technique. Une fois que nous avons des résultats, on donne ces résultats aux utilisateurs. Et bien entendu, si les utilisateurs sont satisfaits, bien sûr, la satisfaction, bien sûr, ou pas des utilisateurs reste également subjective parce que ça dépend de ce qu'ils ont fixé. S'ils sont satisfaits et qu'ils peuvent procéder à l'utilisation de ces règles d'association, donc notre travail est terminé. Par contre, s'ils ne sont pas satisfaits, donc on va reboucler, ils vont reboucler pour refaire le même travail avec des paramètres en élevant ou bien en baissant un petit peu les critères d'acceptation ou bien de filtrage des item sets et des règles d'association. Alors, donc, ça termine pratiquement cette première partie du chapitre ou bien du cours sur les règles d'association. Donc, dans la prochaine partie, on va essayer de voir comment on va procéder réellement à la génération des item sets fréquents et comment on va dériver les règles d'association à partir de ces item sets fréquents. Et on va essayer de voir un exemple concret pour les deux situations. Okay. Donc, je vous remercie et on se retrouve dans la deuxième partie de ce cours